Bonjour et bienvenue à cette deuxième conférence programmée dans le cadre du Sommet international de l'innovation agricole en partenariat avec Tech Élevage. L'avenir et le potentiel de la méthanisation, c'est le thème général dans lequel s'inscrit ce rendez-vous. Aujourd'hui particulièrement, avec nos trois invités, nous verrons comment est-ce que la méthanisation, comment cette production de nouvelles énergies agricoles peut trouver une place dans un autre système vertueux, un système qui implique l'aquaculture et notamment la culture des microalgues. Donc avec nous, trois invités. Bonjour à chacun de vous. Bonjour. Donc nous avons Pascal Trintignac. Pascal Trintignac, vous êtes conseiller aquacole au SMIDAP. Le SMIDAP, c'est le syndicat mixte pour le développement de l'aquaculture en Pays de la Loire. Donc c'est un syndicat cofinancé par la région Pays de la Loire, les départements de la Vendée, le conseil départemental de Vendée et le conseil départemental de Loire-Atlantique. Alors le SMIDAP, vous allez nous l'expliquer, est en co-animation d'une feuille de route régionale sur la culture des microalgues. Donc avec vous, on va voir comment ces micro-organismes sont pleins de potentiel et comment est-ce que ça résonne aussi en agriculture. Pierre-Étienne Rollet, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous connaissez plus ou moins entre vous, puisque vous êtes sur des domaines qui se croisent. Donc, Pierre-Étienne Rollet, vous êtes un des associés de la société nantaise Via Aqua, à l'origine du projet AquaGreenergy, c'est bien ça, voilà. Bravo. Donc, projet qui est accompagné là aussi par la région Pays de la Loire et l'ADEME. Et vous allez nous expliquer comment AquaGreenergy, quel est son principe, qui en fait va réutiliser la chaleur qu'on dit fatale de l'industrie, mais aussi des méthaniseurs agricoles, pour les réutiliser dans des fermes aquacoles. Et puis il y a d'autres aspects un peu plus détaillés qu'on verra avec vous. Et troisième donc invité, Denis Delabroise, bonjour. Bonjour. Donc Denis Delabroise, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale. Et vous êtes donc un des acteurs d'un autre projet, là aussi lié aux microalgues, qui s'appelle Algadé. C'est un projet qui est porté par 3 chambres d'agriculture, les chambres d'agriculture de Bretagne, de Normandie et Pays de la Loire, donc réunis au sein d'un groupe qu'on appelle le AC3A, c'est bien ça. Donc Algadé, on verra avec vous, là aussi, ça part de la méthanisation, comment le digestat des méthaniseurs peut être un substrat pour cultiver des microalgues et comment ces microalgues aussi peuvent peut-être être introduites dans l'alimentation animale. Voilà, ceci étant posé, rentrons dans le vif du sujet avec notre première question. Donc, c'est à Pierre-Étienne Rollet que je vais m'adresser. Donc, votre projet, AquaGreenergy, donc, a eu pour point de départ le souhait de développer, donner une nouvelle ambition à l'aquaculture en Pays de la Loire. Et puis finalement, ça va résonner aussi en agriculture. Alors déjà, pourquoi vouloir développer l'aquaculture en Pays de la Loire ? Et en quoi c'est stratégique, c'était judicieux. Enfin, ça l'est forcément si vous vous y intéressez. Oui, bien sûr. Alors, développer l'aquaculture en Pays de la Loire, c'est tout simplement répondre à une sorte de constat d'échec qu'on se fait depuis plusieurs décennies, puisqu'en fait, depuis les années 80, l'aquaculture dite nouvelle en France et en Pays de la Loire ne s'est pratiquement pas développée. C'est-à-dire qu'on avait dans les années 80-90 environ 7000 tonnes d'espèces nouvelles, type bar, dorade, turbo, qui étaient produites en France. Et aujourd'hui, c'est un peu moins que ça, c'est autour de 5500 tonnes. Alors que dans le même temps, les pays européens voisins et surtout au niveau international, d'autres pays ont développé l'aquaculture nouvelle de façon tout à fait significative. Voilà. Donc nous, on pense que ce n'est pas une fatalité, qu'il faut simplement essayer de repenser le modèle aquacole en fonction de contraintes actuelles géographiques, puisqu'on sait que les littoraux sont très encombrés, de contraintes sociétales pour apporter un bon poisson de proximité qui répondent à toutes les exigences environnementales que demandent les consommateurs, et puis évidemment des contraintes économiques, puisqu'il faut que ce poisson soit accessible pour les marchés. Voilà. Donc, ceci étant dit, comment est-ce que vous avez développé un raisonnement en disant mais l'agriculture pourrait avoir là aussi, pourrait apporter un plus dans ce projet, dans cette ambition? Vous voyez, ce projet AquaGreenergy, c'est à la base des bassins d'élevage qui fonctionnent en eau recirculée, c'est-à-dire qu'on va consommer moins d'eau parce qu'on va recirculer une partie de l'eau après l'avoir remise dans de bonnes conditions pour l'élevage, et puis qui va utiliser des chaleurs fatales
L'idée des chaleurs fatales, c'est de maintenir les eaux d'élevage, que ce soit pour des animaux vivants, pour des animaux ou pour des végétaux, à la température optimale qui permet à ces organismes d'exprimer au mieux leur potentiel de croissance. Donc, ils vont bien grossir, ils seront dans les bonnes conditions de bien-être animal, ce sera bon aussi pour l'éleveur. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pu faire un lien avec l'agriculture? C'est que ces chaleurs fatales, ce qui devrait apparaître en principe sur l'écran, mais qui n'apparaît pas, voilà. Elles peuvent provenir d'industries diverses, d'agroalimentaire ou d'industries, des data centers, des conserveries, tout ce qu'on peut imaginer, mais elles peuvent aussi provenir de méthaniseurs agricoles qui fonctionnent en cogénération. Évidemment, il faut qu'on ait de la chaleur, donc c'est forcément de la méthanisation en cogénération. Voilà, ça c'est le premier lien, c'est de capter ces chaleurs fatales. Le deuxième lien… Peut-être petite définition de chaleur fatale, qu'on soit… Alors, les chaleurs fatales, ce sont des chaleurs qui ne sont pas utilisées d'une façon ou d'une autre, et c'est surtout des chaleurs qui proviennent d'une industrie qui, à la base, n'est pas destinée à produire de la chaleur. C'est-à-dire que si vous prenez une conserverie, par exemple, elle va produire des aliments en conserve, et pour refroidir ces stérilisateurs, elle va rejeter de la chaleur sous forme d'eau chaude. Cette chaleur sous forme d'eau chaude, elle peut être réutilisée en interne pour chauffer des locaux ou réinjectée dans un process, mais il en reste un petit reliquat qui malheureusement part dans le milieu naturel sous forme d'eau chaude ou sous forme d'air chaud, par exemple l'air chaud des entrepôts frigorifiques. Voilà. Donc cette chaleur fatale qui représente au niveau national et au niveau régional un quantum d'énergie, une quantité d'énergie très importante que nous pourrions en partie réutiliser pour chauffer les eaux d'élevage. C'est ça l'idée. Donc, voilà. Méthaniseur de cogénération, donc on récupère la chaleur produite. Voilà, on la récupère pour chauffer les eaux d'élevage. Et ensuite, l'autre lien qu'on peut faire avec l'agriculture, c'est qu'en fait, ces élevages de poissons, ils produisent des effluents. Et ces effluents, ce sont des boues, d'une part, et puis des effluents liquides. Et les boues, elles peuvent être renvoyées dans le méthaniseur comme complément de biomasse pour produire de l'énergie. C'est une valorisation énergétique des boues d'élevage renvoyées dans le méthaniseur qui lui-même fournit de la chaleur à l'élevage aquacole. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Évidemment, les boues, si on ne peut pas les renvoyer au méthaniseur, on trouve d'autres solutions. On les renvoie, par exemple, sous forme de dépannage agricole. Et puis, le troisième lien, c'est avec les effluents liquides. C'est-à-dire que ces effluents liquides, ils sont chargés en azote, en phosphore, en potassium. Donc, c'est-à-dire que ça représente un potentiel fertilisant qui est intéressant, qui peut être évidemment parfois complété s'il n'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est une base de fertilisant qui est intéressante. Et on peut imaginer très bien produire justement des microalgues. Et ces microalgues, on verra tout à l'heure, ça peut être destiné à des applications dans l'alimentation, dans la cosmétique, dans la pharmacie, mais si ces applications ne sont pas possibles avec les souches choisies, on peut très bien imaginer prendre des souches qui serviront à produire aussi de la biomasse pour être valorisées de façon énergétique. Voilà. Donc on se rend compte qu'en fait, l'aquaculture là-dedans, c'est l'élément majeur de la boucle, mais c'est aussi un élément d'une boucle vertueuse et d'une économie circulaire. Très bien, bon, c'est très clair. Denis de Labroise, donc vous êtes sur un autre projet, donc le projet Algadé, donc on a dit qu'il est soutenu par les 3 chambres d'agriculture Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Donc là aussi, le méthaniseur fait partie du système. En quoi, alors je disais en introduction, ça paraît simple puisqu'on utilise le digestave pour faire pousser des microalgues et puis les microalgues, on les transforme puis on les donne à manger aux animaux. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des choses qui ressemblent à ce que vient de nous expliquer Étienne Rollet dans la logique vertueuse. Expliquez-nous vous aussi. Bon, une petite précision, le projet Algadé est un projet européen en fait, qui regroupe différents partenaires et donc les chambres d'agriculture sont un des partenaires dans ce projet global qui est piloté par notre partenaire anglais. Donc l'idée c'est effectivement de partir du digesta, de méthanisation et de produire de la biomasse algale, de valoriser cette biomasse algale ensuite en alimentation animale ou alimentation poisson, et puis d'avoir un digestat qui est épuré, donc qui posera moins de problèmes environnementaux éventuels. Donc, épuré, pardon. Donc, qu'est-ce que… Donc épuré, c'est-à-dire on va réduire fortement le taux d'azote et le taux de phosphore, c'est l'objectif, de façon à ce que les problématiques d'impact environnementaux de type cyanobactéries dans les rivières ou
marée verte en milieu marin côtier soit évitée. Donc, en fait, ce projet ne peut fonctionner que si on a d'une part une fiabilité, enfin une faisabilité réelle, c'est-à-dire qu'on va donc tester jusqu'à l'échelle pilote si on peut arriver à faire effectivement pousser des microalgues sur du digestat. Il va falloir valoriser ces microalgues, donc une part du projet s'oriente sur la valorisation. Et puis, le dernier point, ça ne pourra fonctionner que si effectivement, économiquement, ça tient la route. Donc, cet aspect-là va être étudié aussi, enfin, est étudié aussi dans ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on entend par microalgues? Nos partenaires anglais et belges testent sur le digestat, sur leur digestat, parce qu'on compare également différents types de digestat produits dans les différents pays. Donc, nos partenaires cultivent de la chlorelle et du Cnidesmus, donc des microalgues assez classiques. Nous, on s'est tourné vers un organisme un peu particulier qui s'appelle Orantochytrium, qui est en fait un micro-organisme du phytoplancton qui a pour particularité de produire des quantités importantes de DHA. Alors, DHA, ouais, expliquez-nous DHA. Alors, ce DHA, c'est un composant des huiles de poisson, entre autres. C'est un composé qu'on trouve c'est un type d'huile particulier qui est nécessaire au fonctionnement des êtres vivants et qu'on ajoute donc de plus en plus dans l'alimentation, à la fois dans l'alimentation poisson, c'est ce qu'on trouve en fait dans les huiles de poisson. Donc, on le trouve dans l'alimentation poisson, mais aussi on commence à le voir se développer dans l'alimentation animale. Donc, il y a un besoin important. On a les prix qui grimpent. On a de l'ordre de 20% de la pêche mondiale qui est une pêche qu'on appelle minotière et qui sert à récupérer ces huiles. Et donc, entre autres, ce DHA et un autre composé qui est l'EPA. Donc, si on peut trouver des alternatives, on arriverait aussi à réduire l'impact en fait, sur pêche. Donc ça veut dire qu'on doit être aussi capable de produire des volumes importants et à des prix qui sont compétitifs avec les huiles de poisson. Alors, on a développé, alors bon, je vous le fais court, on a fait toute une étape laboratoire. Donc ici, je vous présente davantage ce que nous, on a fait pour ce qui est d'Orantochytrium. Donc ici, une photo du réacteur pilote. Et ce que vous voyez dedans, c'est cette culture de cette microalgue qui va nous permettre d'avoir un produit riche en DHA. Donc, on a fait une série d'essais de ce type-là et on a collecté les aliments, enfin la biomasse qu'on va transformer en aliments. Les étapes ultérieures, c'est de concentrer cette biomasse que vous venez de voir dans le réacteur, de lui appliquer ce qu'on appelle une hydrolyse enzymatique, de façon à favoriser la libération des huiles, et puis également à couper les protéines pour en faire des produits plus valorisables qu'on appelle des peptides. Et puis ce produit, on va le sécher éventuellement, et on va l'intégrer dans les granulés pour l'alimentation animale. Okay. Voilà un petit peu le process tel qu'on l'a développé et là où on en est aujourd'hui. Pascal Trintignac, donc vous représentez, j'ai dit tout à l'heure, le SNIDAP, donc le syndicat mixte pour le développement de l'aquaculture en Pays de la Loire. Alors les microalgues, c'est votre sujet. Ouais. Un des sujets. Un des sujets. Et donc, c'est un sujet que vous connaissez bien puisque vous êtes dans la co-animation de cette feuille de route définie régionalement. Donc, en gros, on veut mettre du potentiel sur les microalgues en Pays de la Loire. La culture des algues, c'est pourtant pas nouveau. Vous me disiez, dans les années 90, déjà, on savait utiliser les algues dans l'alimentation, mais des poissons d'élevage. Aujourd'hui, on a l'impression que le potentiel s'est développé, c'est parce qu'il y a des nouvelles algues, c'est parce qu'on a augmenté notre technicité, et puis l'agriculture pourrait aussi y trouver un bénéfice. Oui, petit rappel, c'est quand même important. Il faut rappeler que les microalgues, d'abord, sont des micro-organismes. Micro-organismes, c'est quelques microns à plusieurs centaines de microns, aquatiques,
Photo-autotrophe, c'est-à-dire capable de photosynthèse. Ça, c'est important de préciser. Et pas Et donc, que en eau marine, hein, en eau douce. eau marine et eau douce, effectivement, les deux. Eau saumâtre même. Et donc, que leur culture relève de l'aquaculture. Ce sont des micro-organismes aquatiques, quel que soit le mode de production. Donc, naturellement, on s'est intéressé aux microalgues depuis le début des années 1990, comme vous dites, avec les premières productions à grande échelle sur le territoire ligérien, en particulier en Vendée sur le pôle d'Ardebois. Ces productions servaient et servent toujours au nourrissage d'autres organismes aquacoles. Vous citiez les poissons, mais c'est surtout les coquillages, en fait. L'alimentation aquacole est à l'origine des premières productions de microalgues dans le monde dès les années 1930, vous voyez, c'est pas nouveau, et surtout au Japon dans les années 1960. Alors pourquoi? Ça a été dit précédemment, les microalgues constituant le premier maillon de la chaîne alimentaire en milieu aquatique, les chercheurs se sont rapidement aperçus que ces micro-organismes étaient riches en divers éléments, et en particulier en protéines et en lipides, ainsi que certains pigments. Et depuis la fin des années 1990 et début 2000, l'amélioration des outils technologiques, de la recherche, la prise en compte de nouveaux enjeux et de nouveaux marchés ouvre des perspectives intéressantes pour ces micro-organismes photosynthétiques. La diversité génétique ainsi que la complexité biologique et biochimique des microalgues en tant qu'êtres vivants en font une source riche en molécules d'intérêt à utiliser ou à extraire, dont les propriétés font qu'elles sont ou pourraient être utilisées pour diverses applications, santé, alimentaire, cosmétique, traitement de l'eau, biomatériaux, énergie, sans oublier le captage CO2. Et donc, d'une manière générale, les microalgues offrent des solutions en réponse aux enjeux actuels de transition environnementale, alimentaire et énergétique. Et parmi ces potentiels, certains intéressent les usages liés à l'agriculture. Alors, on peut en citer forcément l'alimentation animale. Par rapport aux enjeux protéines, typiquement, on parlait huile, mais farine de poisson, soja, hein, c'est un exemple. Le traitement des effluents agricoles, on a vu à l'instant, la valorisation de chaleur fatale agricole, et puis, encore plus simplement, la diversification des métiers, hein, en rappelant quand même que l'aquaculture est une activité agricole au sens du code rural. Ah oui, oui. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais comment est-ce que ces deux univers sont amenés peut-être à se rapprocher de plus en plus? Pierre-Étienne Rollet, quels sont les paramètres, les exigences sur lesquelles repose le modèle de votre projet? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que ce lien entre la méthanisation, si on reste sur l'exemple agricole, la méthanisation agricole, et le développement d'une ferme aquacole? Ça, c'est l'exemple de ce que l'on peut faire avec un méthaniseur agricole issu d'un GAEC pour différents modèles de ferme aquacole. Ça, c'est la théorie, c'est la théorie qui a été quand même bien approchée. Donc, vous avez sur la colonne en blanc ici différents modèles d'élevage avec des crustacés, du poisson, de la spiruline, des microalgues, et pour des volumes de production assez variables qui vont de 3,6 tonnes pour la spiruline, 20 tonnes jusqu'à 300 tonnes pour de la crevette ou du sandre, parce que ces différentes espèces animales et végétales ont des préférendums thermiques assez différents, qui vont de 22 degrés jusqu'à 34 degrés pour la spiruline. Donc on a essayé de voir comment on pouvait rapprocher l'offre de chaleur fatale proposée par un méthaniseur pour différents mois de l'année à la demande de chacun de ces élevages. Ce sont des maquettes, des esquisses de projets qu'on a fait pour voir comment on pouvait faire, comment l'offre pouvait répondre à cette demande de chaleur. Et ce qu'on voit en fait ici, c'est que sur des petits projets, un méthaniseur qui produit 275 kW thermiques, enfin qui est calibré à 250 kW thermiques, permet de répondre à cette demande jusqu'à des volumes, vous voyez, de 60 tonnes d'anguilles, par exemple. Quand on va sur des volumes plus importants, il faut plus de chaleur. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué, sauf en période d'été où il n'y a pas beaucoup de besoin en chaleur. Voilà. Donc pour répondre à votre question, les paramètres, c'est d'une part que l'offre en chaleur fatale corresponde à la demande, évidemment, en volume global sur l'année, mais aussi en saisonnalité, puisqu'encore une fois, l'été, il y aura moins de besoin de chaleur pour chauffer l'eau des poissons ou des algues qu'en plein hiver. Le deuxième paramètre, c'est que cette source de chaleur, elle ne soit pas trop éloignée de la zone où on va pouvoir mettre en place une ferme aquacole, parce que plus on est loin, plus le coût de transfert de chaleur, de pompe, de tuyauterie, etc., d'échange de chaleur va être important, et donc ça va impacter le coût de revient des produits finis. Il faut ensuite que le prix de cession du kilowatt thermique soit intéressant, aussi bien pour l'agriculteur qui va vendre sa chaleur
que pour l'aquaculteur, si c'est évidemment un aquaculteur indépendant, qui va lui acheter cette chaleur. Il faut qu'il l'achète a priori moins cher que s'il l'achetait auprès d'opérateurs nationaux. Et en même temps, il faut que ce prix de cession permette à l'agriculteur d'avoir un revenu complémentaire d'exploitation, sinon ce n'est pas intéressant pour lui. Voilà, donc c'est à peu près ça les principaux paramètres qui permettent de développer un projet aquacole sur la base de chaleur fatale. La puissance, la saisonnalité, la proximité, donc ça veut dire qu'il faut du qui est disponible auprès de la source de voilà, exactement. Ouais. Et puis il faut aussi évidemment que ce foncier il permette de capter un petit peu d'eau, même pas mal d'eau, et il faut aussi qu'on ait la possibilité de rejeter les effluents. Si on n'a pas de solution pour les effluents liquides, il faut pouvoir les rejeter dans une rivière, dans un système avec une autorisation bien entendu. Le tarif, donc vous avez expliqué qu'il faudrait que ce soit un tarif qui soit défini de façon intelligente entre les deux partenaires. Voilà. Donc là, il n'y a pas c'est vraiment une discussion, un échange entre d'un côté celui qui fournit et celui qui reçoit. Ah oui, c'est comme ça qu'on imagine les choses. Après, on est au stade d'études assez avancées, voire d'un premier projet qui pourrait se mettre en place. Donc, on va rentrer dans ce genre de discussion. Mais c'est typiquement une négociation qui aurait lieu entre le fournisseur de chaleur et son client, l'aquaculteur. D'accord, très bien. Sur la base évidemment du prix de marché, qui lui est plutôt à la baisse actuellement. Voilà, donc évidemment, il faut prendre ce prix-là en référence. Très bien. Denis Delabroise, on retourne sur votre projet Algadé. Donc vous l'avez précisé, c'est un projet européen. Il y a 3 sites pilotes, dont un en Bretagne avec un élevage porcin, donc une méthanisation issue d'un élevage porcin. Un exemple aussi en Angleterre, ce site pilote en Angleterre, là, avec une ferme laitière. Et puis en Belgique, où là, le méthaniseur est particulier puisqu'il fonctionne avec du 100% végétal. Que nous prouvent aujourd'hui les études qui sont menées sur ces sites pilotes? Alors, on va prendre l'exemple celui de Bretagne parce que c'est celui sur lequel vous êtes acteur. Qu'est-ce que ça nous prouve en point fort, peut-être aussi en difficulté, en point faible? Alors, sur les points forts, on va dire, sur les points positifs, on a montré qu'on est effectivement capable de cultiver Orientochytrium sur du digesta. On est capable de produire des quantités de biomasse significatives dans des volumes relativement restreints de réacteurs. Donc, on a un process qui est réaliste. On a des productivités par mètre cube qui sont très supérieures à celles des cultures de microalgues traditionnelles phototrophes. Il faut préciser qu'on est en conditions hétérotrophes. Alors, on est à la limite de ce qu'on appelle une microalgue. D'un point de vue réglementaire, c'est une microalgue. D'un point de vue des biologistes, c'est pas vraiment une microalgue dans la mesure où elle n'est pas effectivement capable de pousser en phototrophie pure. Donc, on a un micro-organisme qui pousse sur un substrat organique en plus du digesta. Hein, il faut une source de carbone complémentaire, au moins une. Mais on est capable d'obtenir des concentrations très élevées dans des délais relativement courts. Et donc, on a un process intense, on va dire. Donc, on est sur une démonstration claire de cette approche. Maintenant, les points négatifs, on n'est pas encore à une application directe où on transférerait le procédé pour de la production l'année prochaine. On ne l'est pas d'un point de vue scientifique et on ne l'est pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'un point de vue réglementaire. D'un point de vue scientifique, il nous reste un travail à faire sur l'aspect optimisation du milieu de culture, c'est-à-dire il va falloir qu'on simplifie nos milieux pour baisser les coûts sur le milieu. Alors, on est actuellement en train de le faire au labo, donc on est assez optimiste là-dessus, mais on n'a pas encore passé ça à l'étape pilote, et donc on ne peut pas prétendre que demain, on met en place des installations.
Alors, sur le côté réglementaire, c'est avec vous, Pascal Trentignac, qu'on va aborder ce sujet-là. Donc, les microalgues, on l'a compris, il y a plein de perspectives, on leur a trouvé plein de qualités, sauf quand même, il y a quelques hic, il y a quelques mais, hein, en fait, dans ce développement, notamment d'un point de vue réglementaire. Alors, plus largement, hein, dans notre pays et sous nos latitudes, à quelques exceptions, je pense notamment aux spiruliniers artisanaux, je pense que vous connaissez, une production contrôlée de masse de microalgues nécessite une haute technicité, du temps et des investissements importants. Alors, beaucoup de projets et de marchés sont en émergence et beaucoup d'applications sont à ce jour au stade laboratoire, hein, et la maturation commerciale reste en devenir. Les freins sont multiples, alors techniques quand même, réglementaires. Exemple, on ne peut pas utiliser n'importe quelle microalgue en alimentation humaine, hein. Il faut avoir un agrément européen qui est assez long et coûteux à obtenir, c'est un exemple. Économique, avec souvent un coût de production assez élevé dans nos pays, hein, par rapport à d'autres pays qui produisent des microalgues, hein. Mais aussi, il y a un déficit de transversalité entre les chaînes de valeur inhérent au manque de structuration de cette filière. Et c'est pour cela que la région Pays de la Loire, dans le cadre de la stratégie Ambition Maritime adoptée en 2018, qui visait à répondre aux défis de la croissance bleue en structurant notamment les filières concernées, a élaboré une feuille de route microalgue dont vous parliez au début, hein, avec les acteurs régionaux. Et cette feuille de route, votée fin octobre 2020, vous voyez, c'est tout récent, est mise en œuvre depuis quelques semaines jusqu'en 2027, fait ressortir l'ambition collective de faire grandir la filière régionale microalgues pour s'affirmer territoire d'excellence attractif sur toute la chaîne de valeur et de faire connaître les microalgues comme source de solutions pour relever les défis sociétaux liés aux transitions environnementales, alimentaires et énergétiques. Alors juste 2 mots, hein, la feuille de route s'articule autour de 10 grandes actions pour relever 3 défis et justement lever un maximum de freins, et notamment sur le volet réglementaire, déployer les microalgues comme source de solutions pour relever les défis sociétaux, faire grandir la filière ligérienne des microalgues et s'affirmer comme territoire d'excellence scientifique et technique. Et l'animation, et Karine Barça, l'animation de cette feuille de route a été confiée au duo SMIDAP Atlampol, évidemment sous l'égide de la région. Alors, Denis Delabroise, revenons sur ce côté réglementaire quand même. Donc vous êtes confronté au fait que pour l'instant, les microalgues, elles ne sont pas autorisées pour rentrer dans l'alimentation animale, enfin, de certains animaux au-delà des poissons. Et puis il y a aussi en fait le substrat digestat qui peut poser problème d'un point de vue réglementaire. Alors, les microalgues en tant que telles, hein, la souche qu'on utilise pourrait être utilisée en alimentation animale. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. On a choisi au départ une souche qui limitait les contraintes. Par contre, effectivement, le digestat d'origine animale, réglementairement, ne peut pas être utilisé comme substrat pour faire pousser, pour fabriquer un produit qui sera utilisé en alimentation animale. Pour une raison très simple, hein, on évite de boucler, on a des précédents déplorables, donc on évitera de recommencer les mauvaises expériences type vache folle. Et donc les réglementations se sont armées pour éviter ce genre de déboire collectif. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il va falloir, si on veut utiliser du digestat, démontrer de façon absolument indéniable que le process qu'on propose ne présente pas de risque. Et ce n'est pas simple. Donc l'option actuelle, l'option court terme, c'est d'utiliser des digestats qui sont des digestats d'origine végétale. C'est ce que font nos collègues belges. Pour l'instant, on en est là. La deuxième option, c'est de faire effectivement évoluer la réglementation, mais ça demande tout un travail au niveau européen. Donc ça veut dire une démarche où il va y avoir un regroupement des producteurs. On a un précédent qui est très intéressant et qui peut nous servir de modèle, qui est celui qui a été mis en place pour l'utilisation du digestat en engrais. Il y a eu un lobbying, je ne sais pas si c'est le bon terme, il y a eu une démarche collective
de la profession méthanisation pour pouvoir valoriser les digestats sous forme de produits concentrés et d'extraits qui sont ensuite recyclés en engrais. Et évidemment, en faisant ça, on peut transporter à distance. On règle le problème du transport de l'eau, qui est le problème majeur des digestats. Et donc ça, c'est une démarche qui a été faite et qui a été couronnée de succès sur la problématique engrais. On pourrait imaginer de faire la même chose, mais il faudrait effectivement avoir une volonté collective. Et donc, en amont, il faut qu'on ait un enjeu qui le justifie. Donc, nous, on doit encore travailler un petit peu pour en arriver là, je pense. Très bien. Alors, je vais poser une dernière question à Pierre-Étienne Rollet, parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Pierre-Étienne, votre projet Aquagri Énergie pourrait se concrétiser d'ici peu, finalement, en Loire-Atlantique, j'ai cru comprendre, parce que vous avez trouvé quelqu'un qui accepterait de s'investir et de fournir cette chaleur fatale, et puis un projet aquacole qui pourrait venir s'y rattacher, c'est bien ça? Alors, on a des contacts et on est en discussion avec des opérateurs d'un côté comme de l'autre, fournisseurs de chaleur fatale et éventuels investisseurs aquacoles. Donc de ce côté-là, ça avance, c'est vrai. J'ai envie de dire que techniquement, c'est un projet qui peut se mettre en route assez facilement parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans ce projet. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on associe deux technologies qui existent, c'est-à-dire les systèmes en eau recirculée et puis l'utilisation de chaleur fatale en aquaculture. La chaleur fatale en aquaculture, ça existe déjà dans des écloseries et ça existe déjà dans des fermes à l'étranger. Donc tout ça, c'est techniquement, le puzzle est facile à assembler. Après, il y a le côté réglementaire qui, lui, est un petit peu plus complexe. Pour réussir à avoir des autorisations d'exploiter, de rejeter de l'eau et d'en capter, le délai, c'est à minima 18 mois et ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, on sait que là, il y a un délai qui est incompressible, même si ça s'améliore. Et puis, il faut effectivement, ce que je vous disais au début, trouver les opérateurs qui sont prêts à se jeter dans cette aventure qui, à mon avis, est tout à fait intéressante, une belle aventure, parce qu'en plus de produire du poisson, c'est quand même un système qui vise à une optimisation de la performance environnementale de l'ensemble. Et ça, c'est vraiment ce que les consommateurs et l'ensemble de la société aujourd'hui attendent. Bien, merci à tous les trois. Alors, il y a beaucoup plus de choses à dire effectivement sur le projet, puisque en plus, il dure depuis plusieurs années et ils ont encore de l'avenir. En tout cas, ils viennent rapprocher deux mondes qui sont peut-être longtemps ignorés, donc le monde aqua et le monde agri. Donc, on imagine qu'on aura d'autres occasions de vous donner la parole pour faire évoluer ces perspectives. Concernant notre sujet sur la méthanisation, nous aurons 3 exposés avec donc 3 intervenants différents. Un sujet sur les data centers qui s'installent au cœur des fermes. Ça, c'est une présentation de Gabriel Dufour de la start-up Data Farm qui aura lieu le 23 février. Le même jour, mardi 23 février, un exposé d'Amédée Perrin qui va nous expliquer les pouvoirs méthanogènes de la sylphie, donc qui est une vivace. Et puis, j'en ai raté un, le mardi 2 mars, la valorisation des déchets du manioc. Alors là, on est du côté de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les déchets du manioc peuvent être une base pour l'énergie renouvelable? Et ce sera avec Eddy Valère de Grâce Divine en Côte d'Ivoire. Donc, merci à chacun d'entre vous. Belle journée et bonne continuation dans vos projets.